Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast où chacun raconte son histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'ameublement, nous allons parler de couture et donc quoi de mieux que le métier de couturière d'ameublement. Et pour ce faire, j'accueille aujourd'hui avec moi Valérie. Bonjour Valérie. Salut Héloïse. Comment vas-tu ? Je vais super bien. Tant mieux. Est-ce que tu es prête un petit peu à parler de ton métier, de ton savoir-faire et tout ce qui entoure bien tout sûr, ça ? Bien sûr. Eh ben allons-y. On y va. Valérie, est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu es devenue couturière d'ameublement ? Alors, un peu par hasard. C'est-à-dire que mon mari prenait la retraite et comme on a un petit peu d'écart, eh bien, comme je savais coudre, eh ben, j'ai continué et puis je me suis installée comme couturière d'ameublement. Et juste avant ça, alors comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu as fait avant ? Parce que tu t'as pas toute ta vie été couturière d'ameublement. Eh bien non, malheureusement non. J'aurais pu commencer plus tôt. On regrette tout le temps, en fait, de pas avoir commencé le plus tôt possible. Mais non, j'ai fait plein de choses. J'ai déjà débuté et j'ai travaillé tout le temps avec mes maris. Ok. Voilà, déjà ça. Le secrétariat, j'en ai peu fait. J'ai dû faire 3 mois parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de poste. On était en transition, en fait. Quand tu étais secrétaire, c'était fini. Nous, c'était déjà terminé. Il y avait déjà les ordinateurs, il y avait déjà les Minitel à l'époque, il y avait déjà pas mal de choses qui nous remplaçaient. Donc, après, j'ai connu mon premier mari, donc le père de mon fils, et lui, il était restaurateur. Donc, j'ai fait de la restauration. Okay. Voilà. Après, j'étais commerçante et puis voilà. Et en étant commerçante, en étant sur les marchés, je pouvais l'après-midi coudre. Voilà, parce qu'il fallait que je m'occupe. Et d'une occupation est devenue une passion. Et c'est vrai que j'aime le chiffon, j'aime coudre et puis voilà. Donc c'est vraiment, on pourrait dire que c'est la passion qui t'a poussé au final à arrêter le secrétariat. Comment ça s'est un petit peu passé cette transition ? La passion, alors c'est une passion. C'est vrai que de coudre, c'est une passion. Le chiffon, c'est toujours été une passion. Puis les copines, elles te disent toutes, mais tu sais coudre, pourquoi tu ne serais pas couturière, quoi ? Tu nous as toujours dépanné, tu nous as toujours fait nos ourlets, tu nous as, bon, bah voilà. Comment ça s'est un petit peu passé ta transition ? Parce que tu étais un petit peu salariée, entre guillemets, avant, et maintenant tu as ton compte. Ben ouais, mais j'étais salariée, j'étais bien au chaud, et puis tout en me projetant, parce que t'es obligé de faire des projets de vie. Il arrive à un moment donné où il y a des choix à faire. Exactement. Et les choix, bah tu les fais parce que la vie a fait que tu dois choisir tel ou tel poste, et puis voilà. Mais je me suis jamais posé la question de savoir si j'étais salariée. J'ai jamais gagné beaucoup d'argent, donc oui, en fait, ça changeait pas grand-chose entre non, ça changeait rien. Au niveau du salaire, en tout cas, ça changeait pas grand-chose. Pas vraiment. Ok. Bon. Et qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce que du coup, tu as une première réalisation qui t'a un petit peu marqué ? Enfin, quelles ont été tes premières réalisations pour t'amener jusqu'ici ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans ton atelier, il y a quand même vachement de choses. Ouais, je vais t'étonner, mais ma première réalisation, ça a été des nounours. Parce qu'à chaque fois que j'étais invitée à manger, je faisais des nounours à mes copains, mes copines, et voilà. Donc c'était de voir en 3D, de faire de la vie, de mettre de la vie dans quelque chose qui était plat au départ. Exactement. Voilà. Et donc c'est ça qui t'a amené. Donc ça a été tes premiers projets. Et comment t'es venue à faire du coup, parce que maintenant tu fais des rideaux, tu rénoves un petit peu des meubles, etc. Voilà, parce que je suis bricoleuse, parce que je suis un peu paraît maline. J'aime bien m'entourer de savoir-faire. Donc j'ai appris à broder, j'ai appris à coudre, Puis à l'époque, c'est vrai que ma mère, elle savait coudre aussi, donc on les a toujours vus faire. Et voilà, c'est plus facile quand on a tous les outils et que l'on peut faire avec. Créer. Et du coup, ça fait combien de temps maintenant que tu es à mon compte couturière d'ameublement ? Ça va faire 25 ans à peu près. Bah, du coup, on peut souhaiter un bon anniversaire. 25 ans, ça se fête. Je pense. À boire un coup. Exactement. Non, mais voilà, je pense que c'est un très bon parcours. Et donc, du coup, pourquoi t'as pas tout de suite été couturière d'ameublement? Parce que mine de rien, ta génération, sans que ça soit péjoratif, t'aurais pu l'être directement, parce que c'était un métier quand même bien reconnu. Bien sûr. Avant. Mais je n'ai pas fait les écoles.
D'accord. Voilà. Parce qu'avant, il y avait des écoles pour faire couturière d'ameublement. Comment ça se passe? Pas plus que maintenant. Ouais. Je sais pas. En fait, c'est moi j'ai tout appris sur le tas. Donc et puis surtout en autodidacte. Donc oui, t'as pas eu forcément, mis à part ta mère qui faisait de la couture. Qui faisait de la couture, voilà. T'avais pas d'autres personnes, quoi. Pas vraiment autour de moi si, peut-être que mon grand-père était cordonnier, peut-être que ce qu'on avait dans les mains, ma sœur est coiffeuse, enfin, ce qu'on a dans les mains, on y a toute une vie. Voilà. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, c'est au final vraiment le travail avec les mains, comme un peu les artisans. On peut te considérer aussi comme une artisan. Enfin, je suis plus artisan que commerçante, en fait. Ah ça c'est sûr. Mais bon, il y a du commerce qui rentre en compte, je pense. Le commerce, il est facile. Il est que quand tu vends des métrages de tissu. Ça, c'est du commerce. Donc, il faut être là pour conseiller le client le mieux que tu peux. Exactement. On va passer à la partie 2, si ça te dit. On va parler un petit peu des coulisses de ton métier et du coup de ton métier de couturière d'ameublement. Alors concrètement, le métier de couturière d'ameublement, en quoi ça consiste? Quelles sont les phases de ton métier? Quelles sont les étapes? Alors, les étapes, c'est déjà le premier contact avec la clientèle qui vient à l'atelier ou qui me téléphone ou qui me passe un mail. Répondre aux mails, ça c'est important. Après, la deuxième, c'est d'essayer de signer le devis, quoi, en fait. Tout simplement. Tout bêtement. S'il n'y a pas de devis. S'il n'y a pas de devis. Il n'y a pas de mission. Il n'y a pas de mission, il est vrai. Et puis après, il y a, comment te dire, commander le tissu, commander les tringles, et puis fabriquer et livrer. Voilà. Ok, donc ça c'est les grandes étapes principalement de mon métier, je pense. Parce qu'aussi il y a aussi tout ce qui est, on parlait tout à l'heure des fauteuils, donc tu en as un petit peu à droite à gauche. Oui. Donc comment ça se passe pour les fauteuils? Est-ce que c'est pareil que pour les rideaux ou Alors le délai est un petit peu plus long. Mais c'est la même chose, c'est le choix du tissu, commander le tissu, le recevoir le plus rapidement possible et donc faire le fauteuil le plus rapidement possible aussi. Donc maintenant, je me laisse du temps. Ok. Ouais. Oui, de toute façon, sans temps, tu peux rien faire. Hein, donc. Et donc là, on est du coup dans ton atelier, comme je disais tout à l'heure. Il y a quand même pas mal de marques différentes. Donc du coup, tu as pas tes propres fournisseurs, tu travailles avec des marques déjà existantes. Comment ça fonctionne là-dessus? Est-ce que le client peut arriver avec sa marque? Enfin, comment Oui, il peut arriver avec son tissu, mais c'est rare. C'est rare parce que j'ai quand même 22 fournisseurs, il y a de quoi faire. Il y a l'embarras du choix, il y en a même trop. Bon, moi je pense qu'il y en a beaucoup quand même. Tu rentres là-dedans, on te revoit plus. Hein. C'est-à-dire qu'il faut à peu près, je sais pas, 10 ans pour choisir un petit. C'est une collection de tissus maintenant. Alors, ça, c'est la mère chiffonnette. Et après, il y a un peu de tout, quoi. Il y a un petit peu de tout. Il y a pour tous les goûts, pour tous les choix. Voilà. Mais donc, du coup, tu travailles un petit peu tout type de tissu. Il n'y a pas un seul tissu que tu travailles, il y a vraiment tout. Un peu tout. Ok, moi parfait. Et pour toi, du coup, quelles compétences il faut pour exercer ce métier? Parce que c'est quand même un métier manuel. Faut être manuel. Il faut voir en 3D. Il faut être patiente, puis sympa, et puis naturelle. Exactement. Et toi, tu es naturelle. Je pense que je suis un peu trop naturelle. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'un projet qui t'a particulièrement, alors soit marqué, soit qui était particulièrement complexe, potentiellement, je sais pas, peut-être tes premiers projets. Complexes, voilà. Les premiers projets sont toujours un peu plus complexes qu'avec l'habitude, mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que il faut du temps. Donc, peut-être que je livre plus rapidement maintenant. Un truc sur lequel je vais bloquer, j'avais bloqué sur un projet. Ça se fait pas tout seul parce qu'il faut quand même du temps. Mais voilà, après chacun voit comment elle peut réaliser les choses, mais il est vrai que quand tu es pas du métier réellement, c'est-à-dire que tu as pas fait d'école, tu as pas de technique, les techniques tu les apprends au fur et à mesure. Et tu apprends surtout les petites astuces et tu défais, tu fais, tu défais, tu fais, et jusqu'à ce que ça soit tip top pour toi. Tout à fait. Et du coup, on parlait des compétences aussi tout à l'heure. Je pense que c'est un tout.
Les compétences. Parce que c'est la confiance. C'est ça. Est-ce que ton métier de secrétaire, quand tu étais avant, t'aide un petit peu aujourd'hui ou pas? Ah ben absolument, mais tous les jours. Tous les jours pour gérer l'entreprise déjà, pour répondre à un mail, pour être plus autonome, indépendante. Il m'a apporté la rigueur. Ça m'a apporté aussi le fait que je puisse gérer mon entreprise, et ça c'est important. Comprendre ce que mon comptable il me raconte, comprendre les métrages, les calculs pour faire des waves, pour faire alors les waves c'est les vagues, tu vois, tout ça, pour faire des rideaux en oblique, pour les amplitudes, simplement pour être plus en phase avec les gens. Exactement. Et du coup, est-ce que tu dirais potentiellement, alors parce qu'on sait qu'en étant indépendant, on doit tous faire nos propres devis. Est-ce que tu dirais que c'est peut-être une phase que les clients ne voient pas forcément et qui est assez complexe du coup et qui prend du temps? Ça prend trop de temps et c'est un peu complexe parce qu'il faut pas se tromper. Si tu annonces à un client un prix, il faut s'y tenir, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que si tu lui donnes un budget, je sais pas, de 4 000 et puis qu'il va payer 5 000, je suppose que le client va pas être content. Donc c'est à toi d'être très rigoureuse. Donc d'avoir cette rigueur qui fait que exactement. Tu dépasses pas ton devis. Et puis il y a aussi une façon de se regarder dans la glace. C'est-à-dire que quand tu donnes un prix à quelqu'un, il faut suivre le truc, quoi. Bah exactement, tu t'y cantonnes, quoi. Si t'annonces 4 000, tu vas pas dire 10 000 par la suite. Enfin, je peux le faire, mais moi, je pourrais plus me regarder dans la glace et ça, c'est important. D'accord. Et justement, bah, maintenant, ça fait 25 ans, à peu près, que tu es dans ce métier-là. Et qu'est-ce qui te passionne en 25 ans, qu'est-ce qui te passionne le plus? Alors, qu'est-ce qui me passionne le plus? Je pense que c'est le contact. Le contact avec les clients? Contact clientèle et puis le social. Voilà. D'accord. Et même il y a pas aussi peut-être l'essence des tissus? Oui, il y a le tissu, il y a le choix du tissu, comment guider sa cliente, son client, et voilà. Mais moi j'aime tout ce qui est en nouveauté. Tu vois, les derniers arrivés sont les plus beaux, alors alors que j'en ai beaucoup. Ouais, c'est bien parce que du coup t'as une vision aussi de l'artisanat. Je pense que en fait c'est la première personne que j'interroge un petit peu qui est dans l'artisanat, donc j'avais déjà interrogé un électricien, mais bon. C'est pas la même chose non plus. Et là, c'est bien de voir un petit peu, en suivant ton parcours, comment tu es arrivée en 25 ans d'expérience créatrice, couturière d'ameublement. C'est aussi de la création, c'est aussi plus de la création, de l'imaginaire, etc. Oui, Est-ce que ça t'arrive parce qu'il faut pouvoir guider les gens. Il faut pouvoir aussi leur dire, mais attention, là, on va le moderniser, un fauteuil, par exemple, n'importe lequel. S'il a une époque ou est-ce qu'il y a des héritiers, est-ce que vous allez le donner, est-ce que attention, ça va vous coûter trop cher, il faut le jeter. Voilà, ça dépend. Ça dépend un petit peu de tout, mais il y a toujours un petit peu des petits raccords à faire avec les clients aussi, de savoir quelle est l'histoire. Je pense l'histoire, de leur. Donc parler aussi. On est psycho couturière. Psycho couturière, le nouveau métier en vogue. Justement, du coup, on parlait un petit peu des clients, des défis. Donc, je pense que ça serait bien qu'on parte là-dessus sur la partie 3 de ce podcast, les défis du métier en tant que couturière d'ameublement. Eh bien, soit. On va y aller. On parle souvent de nouvelles technologies dans les métiers, comment ils ont évolué, etc. Est-ce que toi, il y a des nouvelles choses, peut-être des nouvelles machines qui sont arrivées, qui t'ont permis d'évoluer dans ce secteur? Oui, parce que quand tu débutes avec de l'occasion, tu débutes avec du familial, tu débutes avec l'argent que tu as. Donc au fur et à mesure, il est vrai que tu peux acquérir d'autres machines, les machines industrielles, des surjeteuses, des agrafeuses, voilà, et ça te facilite effectivement le travail. La tâche. Et donc du coup, tu vois que tu vas peut-être un peu plus vite au final sur certains points. Est-ce que tu le prends en compte dans tes prix potentiellement, ce genre de choses, ou pas du tout? Alors moi, je dois être une rare à pas y prendre en compte, parce que c'est comme ça. Après, comme tu nous disais tout à l'heure aussi, c'est les tissus, tu rencontres de nouveaux fournisseurs, tu rencontres, des nouvelles matières, il y a des nouvelles couleurs, il y a des nouveaux gens, des nouveaux représentants, ça tourne. Oui, donc forcément, en 25 ans aussi, tu as le temps de voir plein de choses, de voir évoluer plein de choses. Oui. Et est-ce que tu penses au final que le métier de couturière en ameublement, je sais pas, est-ce que il y a des défis aujourd'hui que rencontrent
les couturières d'ameublement ou les couturiers d'ameublement? Est-ce que Des défis. Alors les défis sont peut-être au niveau d'un prix. Voilà. Parce que je pense qu'actuellement les gens ils choisissent plus un prix que la personne. La personne, elle peut être pas chère et nulle. Elle peut être pas chère et très bien. Donc tu sais pas. Je pense que c'est aussi le feeling. Ouais. Il y a beaucoup. Ouais, et je pense que c'est comme au final dans mon métier ou dans certains autres métiers, on marche quand même aussi beaucoup au feeling. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé que certains clients, t'arrives pas à travailler avec eux et que ça soit terminé ou pas du tout? On est d'accord que là, moi, je stoppe tout de suite la collaboration ou c'est la personne qui va la stopper. Il suffit de pas signer et puis. Oui, puis voilà. Oui, mais de toute façon, je le dis bien à mes clients, on n'est pas attaché. On n'est pas attaché ni parce que ils me connaissent ou parce que le tissu c'est mieux s'ils me l'achètent. Est-ce que vous êtes beaucoup, est-ce que je sais pas du tout, est-ce que vous êtes beaucoup un petit peu de couturières d'ameublement dans le coin, enfin couturière, hein, parce qu'il peut très bien. Alors je pense qu'on n'est pas assez par rapport à la demande, et puis on est déjà trop, et puis il faut comment te dire, il faut pouvoir doser. C'est-à-dire qu'il y a la couturière qui fait que le vêtement, et il y a la couturière qui va avoir une grande table de coupe et qui pourra faire de l'ameublement. Donc puis il y a les machines aussi. Moi je sais que je refuse le vêtement. C'est un vrai métier. Enfin c'est un vrai métier. Oui, c'est pas le même. C'est pas tu le es même. couturière d'ameublement, tu es pas couturière de vêtements. Je refais pas des vestes, je refais pas des doublures de vestes. Moi, je fais que. Mais c'est un choix au final que tu as fait aussi, parce que c'est pas forcément ce qui te plaisait, mine de rien. Est-ce que c'est ça ou pas du tout? Non, c'est ça. Déjà, ça me plaisait pas de faire du vêtement. Bon, je l'ai eu fait, hein, parce qu'il faut manger, mais je préfère l'ameublement. Et puis pour moi, ça m'a l'air plus simple. Oui, mais parce qu'après, au fil des ans, tu t'es habitué aussi à ce genre d'expérience. Et puis c'est surtout à ce genre de simplicité, quoi, qui me va bien. Exactement. Bah oui, tout à fait. La simplicité, ça te caractérise, donc c'est très bien. Est-ce que du coup, on parle beaucoup. Alors dans mon podcast, le but c'est aussi de montrer aux jeunes un petit peu ce qui est possible comme métier. Est-ce que tu penses qu'il manque de jeunes un petit peu dans l'artisanat, dans ce genre de métier comme le tien ou pas du tout? Est-ce qu'il manque de la relève, par exemple? Pour tout dire. Moi, je pense qu'il manque de la relève, mais pour le moment, c'est un peu compliqué la jeunesse, elle est pas là tout de suite pour se mettre à son compte. Enfin, je sais pas. Il me semble que pour se mettre à son compte, il faut que toutes les planètes soient alignées. Il faut déjà à savoir que malheureusement, on ne gagne pas sa vie en étant couturière. Il faut être privilégié. Maintenant, si t'as envie de le faire, faites-le. Moi, lancez-vous, je vous le souhaite à fond. Mais il y a le loyer à payer, il y a il y a pas que la belle bagnole, il y a pas. En fait, c'est pas être à son compte, c'est pas parce que t'es à ton compte que tu vas forcément gagner de l'argent. Non, je crois pas. Alors tu gagnes en indépendance, t'as pas de patron dessus, mais je ne pense pas que tu puisses. Non, ça dure pas longtemps. Ça dure 3 ans, 4 ans. Il y a des aides qui sont faites pour ça, et tant que t'as épuisé toutes les aides, voilà. Mais après, il faut perdurer. Enfin, des 25 ans ou 30 ans, il y en a peu. Exactement. Et est-ce que toi, potentiellement, tu aimerais accompagner peut-être des jeunes? Je sais pas, est-ce que tu prends des jeunes en stage ou des choses comme ça ou pas du tout? Moi, je prends pas de jeunes en stage parce que je me sens pas capable de les aider. Et puis, en fait, quand tu travailles seul, t'as jamais le temps. Et moi, je veux pas ou une stagiaire qui m'en regarde toute la journée et qui fasse rien. Déjà pour lui, ou qui comprenne rien, ou voilà. Puis je suis pas faite pour apprendre aux autres. Je suis faite pour apprendre moi-même, mais je n'arrive pas à apprendre aux autres. Oui, après il y a plusieurs profils effectivement qui veulent accompagner, puis qui peuvent pas. Mais j'aimerais bien pouvoir lancer quelqu'un, mais il faut déjà qu'il ait une certaine maturité. Mais moi, un enfant de 15 ans qui baille, je peux pas. Et est-ce que du coup, tu vois aussi cette génération d'aujourd'hui, alors parce qu'on parle beaucoup de génération maintenant potentiellement, alors c'est pas péjoratif, hein, mais ils disent que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus travailler. Est-ce que ça peut jouer? Est-ce que ça joue pour toi? Est-ce que tu penses la même chose? Ça peut jouer. Alors moi, je pense pas la même chose. Je pense que on les oriente peut-être mal. Mais après, il faut beaucoup d'heures.
Donc ça veut dire beaucoup de sacrifices, ça veut dire pas de famille, ça veut dire voilà. Et je pense que c'est pas un métier que tu peux faire très jeune. Et je le souhaite à personne. Il faut d'abord faire ses expériences en entreprise, dans les gros ateliers où il y a 7, 8, 10 couturières. Là, tu peux peut-être faire un choix. Okay. Avant de t'installer. Et donc, tu penses qu'effectivement, les étudiants aujourd'hui, ils sont pas assez renseignés sur les métiers de l'artisanat qui existent autour de nous, ou pas du tout? Je pense qu'ils le sont, mais ils vont pas chercher les informations comme il le faudrait. Après, il y a aussi une façon de se présenter. Puis il y a un truc aussi, c'est quand la maman, elle appelle à la place du jeune. Oui. Ça, voilà. Alors qu'avant, c'était pas forcément ça, je sais pas. Je sais pas, mais je pense que le jeune, si vraiment il veut faire quelque chose, c'est à lui de le faire, de pousser les portes et puis d'aller chercher ce que lui veut faire. Exactement. Et donc du coup, on parlait un petit peu de patience, parce que c'est un métier aussi de patience. Oui. Comment tu arrives à gérer ce genre de choses? Est-ce que ça fait partie de toi, ou est-ce que tu as appris à le gérer? Surtout que moi, je suis une pile électrique. Alors, oui, je sais bien, c'est pour ça que je te pose la question. Mais la patience, je pense qu'elle s'acquiert, mais je pense qu'aussi, c'est un métier qui demande de la patience. Donc, si tu fais tout vite, ça va pas. Tu t'aperçois que ça marche pas. Donc, tu te calmes, voilà. Et puis, tu vas aller courir si vraiment il faut aller courir ou voilà. C'est important de le dire. Si vraiment tu as besoin d'air, il faut sortir. Oui. Et puis des fois, quand tu fais pas un truc comme il faut, prendre l'air, ça fait du bien aussi. En fait, faut sortir aussi, mine de rien, de l'atelier, etc., et de prendre un petit peu autre chose. Selon toi, du coup, on parlait de débuter dans ces métiers. Donc, tu as dit qu'il fallait pas forcément débuter très jeune pour toi, en tout cas, dans ton esprit, c'est peut-être plus prendre de l'expérience, acquérir de l'expérience, et ensuite avoir son propre atelier potentiellement. Voilà. Concrètement, imaginons que quelqu'un ait déjà fait ses expériences par la suite et que là maintenant ils veulent lancer son atelier. Quelles seraient les erreurs à éviter pour toi quand on démarre un métier artisanal? Alors moi, je pense que c'est qu'une question d'argent, d'être bien informé au niveau comptable, où tu fais confiance en ton comptable et avoir toujours une espèce de un petit pécule sur ton compte professionnel, pas confondre le chiffre d'affaires avec le bénéfice. C'est tout. Ok. Le seul conseil, parce qu'après c'est galère. En fait, tu sais pas vraiment où te positionner aussi. Donc concrètement, faut aussi se créer une petite trésorerie, des choses comme ça. Il y a une trésorerie à faire, moi je pense. Okay. Et pas tout de suite acheter la super belle bagnole avec le super logo. Voilà. Non, faut prendre le temps justement de se faire l'expérience. Mais après tu deviens vite vieux, quoi. C'est ça qui est chiant. Ça passe vite la vie. Moi je trouve. Ouais. Elle passe vite. Ouais. Et toi justement, comment t'arrives à gérer ce genre de choses, le temps qui passe, mine de rien? Alors, je le vois passer? Je le gère pas, et puis je fais Ho'oponopono, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je laisse faire les choses comme elles viennent. Comme elles viennent, voilà. D'accord. Oui, c'est vrai que t'es quand même quelqu'un de très simple, donc au final, tu vas pas chercher à 36 000... Midi à 14h. Exactement, c'est ce que je cherchais, comme tu m'as ôté les mots de la bouche. Et donc du coup, alors, moi, je demande toujours aux professionnels que j'interroge de donner des conseils en fait à des jeunes, parce que c'est aussi ça le podcast, comme je disais. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer potentiellement, alors pas forcément dans un métier de couture, mais dans un métier vraiment créatif. Dans un métier créatif, moi je lui dirais chacun fait ce qui lui plaît. À partir du moment où tu le sens, vas-y, fonce, parce que tu t'aperçois que la vie est courte. Malheureusement, et que de vivre de sa passion, alors t'en vis pas, allez, on va dire financièrement, tu en vis pas, mais on va dire que ça peut être une période de ta vie qui peut être sympa. Voilà. Tout à fait. Après, faut pas se dire, voilà, tu vis tout de suite potentiellement de ta passion, comme tu disais, on peut acquérir de l'expérience et puis après vivre de sa passion. Il y a aussi ça aussi de se dire. Il faut bien faire la différence entre en vivre et en survivre. C'est un peu. Et est-ce que toi, du coup, potentiellement, ça t'est déjà arrivé de survivre mais presque tous mes débuts, mes 20 dernières années. Là, je vis mieux parce que j'en ai plus rien à faire. Un peu, c'est ça. Non, c'est bien de le dire. Au moins, c'est vrai, c'est clair et net.
Bon, du coup, ce podcast, il va toucher à sa fin. Oui. On est allé super vite, très mais bien. au final, tu nous as raconté énormément de choses sur ton parcours. Mais ça a permis, je pense, aux auditeurs de savoir un petit peu comment se fier au métier créatif, de savoir ce qu'il fallait entreprendre, de savoir potentiellement. Alors, bien entendu, on peut prendre plein de conseils de plein de monde. Hein. Il faut pas se cantonner à un seul conseil, je pense. Non, non. Puis les conseilleurs sont pas les payeurs. Ça fait un peu vieux con quand même, toutes ces proverbes. Mais tu réalises que dans la vie, c'est ça, quoi. Exactement. En fait. C'est de dire, voilà, prendre les conseils où ça vous chante, prendre un petit peu partout. Et des fois, tu les prends, les conseils, mais tu fais absolument à ta guise. Oui, mais aussi, c'est ce qu'il faut faire aussi. C'est de savoir quel conseil il faut prendre et quel conseil il faut pas prendre. Je pense qu'il y a ça aussi. Alors, je pense que le plus important, c'est quand même celui qui est presque obligatoire, c'est le comptable. Oui. Ou ton banquier. Oui, concrètement, parce que c'est eux qui vont t'expliquer les chiffres. C'est eux qui disent, ah là, Madame Tarte... Il y a un petit souci sur vos comptes. Voilà. Non mais voilà, c'est exactement ça dans ce podcast que j'ai apprécié de faire avec toi. C'est que tu es franche, tu dis les choses, et je pense que comme tu dis, la vie est trop courte pour se poser 10 000 questions concrètement. Non, il faut foncer. Faut foncer. Voilà. Ou faire Ho'oponopono. Ho'oponopono. J'aimerais juste une petite dernière chose. Où c'est qu'on peut te trouver donc ton atelier, où c'est qu'il se situe? Est-ce que tu peux nous dire? Alors, je peux te le dire, c'est vrai, je suis au 71 rue des Allobroges, je suis dans Salanches, dans mes murs. Ça, c'est, voilà. Donc, Salanches, nous sommes en Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Toujours, bien entendu, parce que je filme à peu près que des podcasts depuis le début en Haute-Savoie. Donc, pour l'instant, on va se cantonner à ça et puis après, on verra par la suite. Mais donc, du coup, je tenais à te remercier d'avoir participé avec moi. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a plu, mais moi, ça me va. Tout me va. Et donc du coup, je vous invite, vous auditeurs, à nous dire ce que vous en avez pensé. Potentiellement, si voilà, vous avez des projets, n'hésitez pas à appeler Valérie. De toute façon, je mettrai tout en description, comment te trouver, etc. Puis donc, bien entendu, je vous attends pour le prochain épisode qui se passera la semaine prochaine. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Salut.